Nous allons dans ce nouveau tuto Java étudier les concepts de variables et de types de données. Nous allons plus précisément nous focaliser sur les types de données entiers. Afin de débuter ce tuto, je vous propose de reprendre notre atelier de développement Eclipse et d'y créer un nouveau projet Java. Nous l'appellerons 02 syntaxe de base. Vous pouvez cliquer sur Finish. À partir de là, on va ajouter un nouveau fichier de code à ce projet, une nouvelle classe. Nous l'appellerons type entier. Je vous propose aussi de cocher la case ici présente pour générer automatiquement le main. Très bien. À partir de là, la première question à laquelle nous allons chercher à répondre, c'est qu'est-ce qu'une variable ? Donc une variable, en vérité, c'est un emplacement en mémoire dans lequel on va stocker une valeur. Cet emplacement en mémoire, si on avait été en assembleur par exemple, pour le manipuler, on aurait dû connaître son adresse, l'indice de la case en mémoire. Comprenez que sur un gros programme, c'est pas évident de gérer les adresses de vos données. C'est pour ça qu'on a inventé la notion de variable. Elle permet sur des programmes de taille conséquente de pouvoir plus facilement se souvenir de tous les espaces mémoire qu'on va devoir gérer. Comme son nom l'indique, une variable va évoluer, elle va varier au fur et à mesure de l'avancée de votre programme. Par exemple, ici je vais créer une variable counter. Je vais lui mettre comme valeur initiale la valeur 10. Maintenant, regardez bien. Eclipse nous dit une chose, il nous dit c'est pas parfait. La variable qui est déclarée ici, elle n'est pas typée. C'est ça qu'il cherche à nous dire. Il lui manque une information de type. C'est-à-dire qu'une variable, on va lui associer un type de données, ce qui veut dire qu'à partir de là, durant toute l'exécution de votre programme, cette variable ne pourra plus que contenir des éléments du type considéré. Donc un compteur, normalement, ça contient des données numériques entières. Donc le type ici que je vais mettre, c'est int. Int pour integer. Donc on a une variable qui contient un entier. Attention, si à partir de maintenant vous cherchez à y mettre autre chose, regardez ici j'y mets une valeur flottante. Un nombre flottant, ce n'est pas un entier. Donc du coup, le compilateur me produit une erreur et me dit non, il n'y a pas de compatibilité entre type flottant et le type entier. Maintenant, la ligne suivante, regardez, je vais faire évoluer la valeur de ma variable. Initialement, elle vaut 10. En faisant un counter ++, là, j'utilise l'opérateur d'incrément. Donc, on va ajouter 1 à la valeur courante. Donc, normalement, ma variable, maintenant, vaut 11. Nous allons vérifier si c'est vrai. Regardez, je ne tape pas forcément tout. Vous avez vu ici, je tape CO. Je fais CTRL espace. Eclipse reconnaît les variables présentes dans mon programme et me les propose. Bon, pour les parties inférieures, pour la partie inférieure, ce sont d'autres natures de choses, mais bon, il me propose tout ce qui pourrait commencer par CO. Très bien, donc je génère counter. Parfait. À partir de là, regardez, je cherche à exécuter ce code. Et donc, effectivement, ma variable a vu son contenu changer. D'où le terme de variable. Bon, vous vous en doutez aussi, si j'ai pu faire un incrément, je dois pouvoir décrémenter ma variable. Cela se fait via l'opérateur moins. Regardez, je refais un affichage de ma variable. Eh bien, ma variable est revenue à l'état initial. Très bien. À partir de là, il faut savoir qu'il y a des règles à respecter pour les noms de vos variables. Ici, je mets quelques commentaires. Donc, parmi ces règles, la première règle, c'est les caractères autorisés. Donc, les caractères autorisés, ce sont les lettres, les chiffres, le caractère underscore et le caractère $. Par exemple, j'aurais pu créer une autre variable qui s'appelle var2, pourquoi pas, qui elle vaut la valeur 100. Bon, regardez bien, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de rouge. Bon, il me dit simplement que pour le moment ma variable est non utilisée dans mon programme, mais en tout cas tout semble fonctionner correctement, donc j'ai bien
droit d'utiliser des chiffres au niveau de mes noms de variables. On a dit qu'on avait a priori aussi le droit d'utiliser l'underscore. Ben, je vais appeler ma variable non complexe. Ben, regardez, c'est pareil, hein. Cela fonctionne. On ne voit pas bien le underscore à cause des soulignés orange, mais en tout cas, on a bien un caractère underscore à ce niveau-là. Est-ce que je peux mettre un $? Eh bien oui, il n'y a toujours pas d'erreur. Et puis à partir de là, je donnerai aussi un exemple avec un nom élémentaire, pourquoi pas, pour vous montrer que Java supporte le fait que vous puissiez mettre des accents dans le nom de vos variables. Bon, pour autant, il y a des choses qui ne sont pas trop recommandées. Donc déjà, première règle. Alors ça, c'est plus que non recommandé, ça ne fonctionne pas. Si vous commencez un nom de variable par un chiffre, cela ne marche pas. D'accord? Donc ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas commencer par un chiffre. Là, ça c'est une règle qui est garantie par le compilateur. Par contre, normalement, un nom de variable, on devrait plutôt recommencer par une lettre majuscule à chaque nouveau mot. Tout à l'heure, j'ai proposé d'appeler ma variable non complexe avec un underscore. Alors, même si cela fonctionne très bien, on a pu le voir, il serait préférable de plutôt l'écrire de cette manière-là, non complexe. Et donc, la recapitalisation à chaque nouveau mot permet d'aider à la compréhension du nom de la variable. Donc ça, c'est standard. Tant qu'on y est sur les règles, normalement, on doit commencer par une minuscule. Seuls les noms de classe, on va dire pour l'instant, pour simplifier les choses, mais plus généralement les noms de type, seuls les noms de type commencent par des majuscules. Alors attention, à l'exception des types primitifs comme int par exemple. Bon, on reviendra sur ces règles-là un petit peu plus tard. Mais disons que c'est plutôt comme ça qu'on serait censé générer le nom de notre variable. Ce underscore, il a droit d'être utilisé, mais conventionnellement, on le retrouve au niveau des constantes. J'y reviendrai aussi un petit peu plus tard. Les dollars, alors techniquement, ils sont aussi utilisés dans ce qu'on appelle les classes dites anonymes. C'est un concept un petit peu sophistiqué sur lequel je reviendrai aussi un petit peu plus tard. Mais là, par contre, j'essaye de vous donner une règle un petit peu plus stricte. Évitez, vous, l'emploi des underscores. Ça pourrait induire les gens en erreur sur la nature de votre classe. Donc, excusez-moi, évitez l'emploi du caractère dollar. Au niveau de vos noms de variables, ça pourrait perturber certaines personnes. Donc le dollar, normalement, c'est pour les noms de classe anonymes. Les underscores, c'est plutôt au niveau des constantes. Et puis, j'ai envie de dire aussi pour les accents, l'idée, c'est que n'importe qui puisse reprendre éventuellement votre code et le faire évoluer. Imaginez, vous avez produit un code intéressant, vous l'avez rendu open source et vous l'avez mis sur Internet. Pourquoi pas? Certaines personnes dans d'autres pays récupèrent ces codes-là, ils ne seront pas familiarisés avec cette notion d'accent. Il se peut même que certains claviers, les claviers américains par exemple, ne les proposent pas tout simplement. Donc du coup, les gens vont avoir du mal à taper vos noms de variables. Donc je dirais que les trois exemples qui sont là, même s'ils sont légaux, sont quand même, entre guillemets, déconseillés. Voilà. Donc un nom de variable, ça peut posséder des lettres, des chiffres, des underscores, des dollars. Pour ce qui est du underscore et du dollar, faites attention. Les lettres, ne mettez pas de caractère accentué. Vous pouvez commencer par une lettre ou un underscore, mais par contre, vous ne pouvez pas commencer par une lettre. Voici ce qu'on peut dire sur, en tout cas, la manière de nommer vos variables. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est plutôt déconseillé. var2, c'est parfait aussi. Là, le fait de commencer par 2 et C, ça ne compile pas. Très bien. À partir de là, en vérité, il existe plusieurs types de nombres entiers. Plus précisément, il en existe 4. Le premier type, c'est le type byte. Donc le type byte, on va en gros manipuler une zone de mémoire qui occupera un seul octet.
Comme cette variable va occuper un seul octet en mémoire, bah du coup ça veut dire, et comme en Java en plus de ça, les entiers sont signés, ça veut dire que l'intervalle de valeur auquel vous avez le droit, il va de moins 128 à 127. Regardez, ici je déclare une variable typée byte, je l'appelle mon octet, et je lui mets la valeur 100. Bon, ben, comme vous pouvez le constater, tout fonctionne bien. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de warnings, mais toujours pareil, c'est parce que mes variables sont non utilisées. Je vais prendre soin de quand même faire en sorte que ces warnings disparaissent pour ne pas être perturbé avec. Regardez là, sur les affichages de plus haut niveau qu'on avait fait il y a quelques instants, sur les utilisations de variables que nous avions fait il y a quelques instants, je vais me permettre ici de les utiliser pour enlever ces warnings. Voilà. Il est plus non complexe. Très bien. Donc, normalement, tous ces warnings-là vont disparaître. Et puis ici, bah, je vais afficher ma valeur. Donc, je vais aussi faire un system.out.println de mon octet. Donc, toujours pareil, je fais CTRL espace pour générer au fur et à mesure mes noms de variables. Bon, bah, comme on peut le constater, ça fonctionne très bien. Regardez, je relance mon programme. Nous avons bien les affichages qui étaient relatifs aux incréments et aux décréments. Nous avons bien ici l'affichage quant à l'utilisation des caractères autorisés pour les noms des variables. Et nous avons bien notre affichage 100 qui correspond à la valeur de notre byte. Maintenant, regardez, 127. Je viens de sauvegarder, a priori tout va bien. 128. Ben vous voyez, là par contre, je suis rejeté. Ça ne compile pas parce que la valeur que je viens de saisir dépasse l'intervalle de valeur autorisé, étant donné que je n'occupe qu'un seul et unique octet. Très bien. À partir de là, le deuxième type entier qui nous est proposé, c'est short. Alors short va occuper en mémoire 2 octets. Ce qui veut dire qu'on va avoir 2 puissance 16 valeurs autorisées, soit de moins 32 768 à plus 32 767. En gros, là les valeurs c'est 2 puissance 16 divisé par 2 si vous voulez. J'en ai la moitié en négatif et la moitié en positif. Là c'était 2 puissance 8 divisé par 2, la première moitié pour les négatifs, la seconde moitié pour les positifs. Donc regardez, je fais un test, mon short, on va lui mettre la valeur 30 000. Très bien, je fais un affichage de cette variable. On va tester. Et donc on constate que tout fonctionne correctement. Maintenant regardez, je mets 300 000, on est largement en dehors des bornes autorisées. Bon ben du coup j'ai une erreur. Et donc ma valeur n'est pas compatible avec le type short. Je vais faire un autre essai, 32 768. Ben vous voyez, c'est toujours pareil, il me dit non. Je descends d'une unité, et là je suis bien dans l'intervalle autorisé, donc cette fois-ci la ligne compile correctement. Imaginons qu'on soit en train d'écrire un logiciel qui permette de gérer une agence immobilière. On veut vendre des maisons, des appartements ou des villas. Bon, ben, effectivement, à ce niveau-là, ça ne suffira pas. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser, pourquoi pas, le type suivant. Le type suivant, ben, c'est int. Nous en avions déjà un petit peu parlé précédemment. Donc un int va occuper 4 octets. Donc 2 puissance 32, parce que 4 fois 8, 32. Ça fait approximativement 4 milliards et 300 millions de valeurs, approximativement. Donc on peut aller de moins 2 milliards 150 millions à plus 2 milliards 150 millions, à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc à partir de là, je fais un int, mon int. Ici, je vais lui mettre 1 milliard. Alors notez que là, c'est pas évident de voir que j'ai saisi 1 milliard.
Il faut compter le nombre de zéros pour voir qu'il y en a 9. Alors il faut savoir que depuis Java 7, j'ai une possibilité intéressante. On peut utiliser le caractère underscore qui permet de faire du groupage de digits pour les regrouper par paquet. Donc ici, on voit mieux avec cette syntaxe qu'on a effectivement affaire à la valeur 1 milliard. Je fais un affichage de mon int. J'exécute le programme. À partir de là, tout fonctionne correctement. J'ai bien la valeur 1 milliard. Alors, je reviens quelques instants sur cette syntaxe. Cette syntaxe est arrivée donc à partir de Java 7. Ce qui veut dire que si je reprends mon projet et que je reviens en arrière au niveau de Java Compiler sur la version du Java autorisé, et je lui dis que je redescends en 1.6, eh bien notez qu'à partir de maintenant, j'ai une erreur de compilation. Il me dit attention, le caractère underscore pour faire du groupage, il est autorisé à partir d'une version 1.7 ou 7, c'est pareil. Il faut savoir qu'il y a deux systèmes de versionning en Java, donc la version 1.7 ou la version 7, c'est la même chose. Mais donc il faut au moins que je sois supérieur ou égal à ce niveau-là de compatibilité. Si je reviens en Java 8, 1.8, c'est pareil. Bon, cette fois-ci, tout fonctionne correctement. Très bien. Et puis, si ça ne suffisait pas, vous, je ne sais pas, vous faites un logiciel de calcul de distance astronomique, donc vous voulez calculer des distances entre différentes étoiles de la galaxie, pourquoi pas? Du coup, on peut choisir un type encore plus gros qui, lui, va occuper 8 octets en mémoire. C'est le type long. Et donc là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement conséquent en termes d'occupation mémoire. Regardez, je vais prendre une calculatrice. Donc on a eu 8 octets. Un octet égale 8 bits, 2 puissance 64, 8 x 8. Ça nous donne approximativement 18 milliards de valeurs possibles. Bon, c'est assez conséquent. Et donc du coup, je peux ici stocker des valeurs extrêmement conséquentes. Donc mon long, et puis j'y remets une valeur quelconque. Parfait. Regardez, maintenant je fais un affichage de ma variable. On relance le programme. Et donc, nous avons bien nos 4 types entiers qui fonctionnent. Alors du coup, là vous pourriez me dire, oui mais attention, pourquoi on n'a pas mis une valeur plus grande que la plage autorisée? C'est vrai, pourquoi ne pas mettre 10 milliards? 10 milliards normalement rentrent au niveau d'un long. Le problème c'est que là nous avons une petite erreur. Alors on va la corriger dans 2 secondes, c'est pas grand chose, mais ce qui se passe c'est que la constante que je viens de taper, la constante que j'ai tapée ici, que je cherche à affecter à ma variable, cette constante en Java elle est elle-même typée. Et le problème, c'est que ce n'est pas un type long par défaut. Même si la variable est typée long, la constante, elle, est typée int. Regardez bien, il vous donne cette indication dans le message d'erreur. Il vous dit que votre constante, votre littéral 10 milliards, of type int. Et du coup, il est out of range parce que je ne peux pas dépasser les 2 milliards et 150 millions à peu près en termes de valeur. Donc du coup, il y a une solution pour régler ce problème-là, c'est de typer la constante. Alors pour typer la constante, il me suffit de rajouter un caractère derrière la valeur. En vérité, j'ai 2 caractères qui sont identiques. C'est soit je fais 10 milliards avec un L minuscule, et regardez, l'erreur vient de disparaître. Regardez, je relance mon programme. Tout fonctionne, on est bien à 10 milliards. Ou bien je peux utiliser le caractère L majuscule. Donc Java ne précise pas si l'une est préférable à l'autre, des 2 versions, des 2 caractères possibles. Moi, ce que je vous suggère néanmoins, c'est d'utiliser la syntaxe où on utilise le L majuscule, celui que vous avez sous les yeux. Pourquoi? Parce que techniquement, un 1 ou un L en minuscule, ça se joue à pas grand-chose et vous pourriez des fois piéger certaines personnes qui vont relire vos codes et ils pourraient penser qu'il s'agissait d'un 1 alors qu'il s'agissait du caractère L pour passer la constante en type long. Donc moi, je préfère autant utiliser le L. Voilà.
Donc ça, c'est pour spécifier que la constante est typée longue. Parfait. Donc voici les 4 types auxquels nous avons le droit en Java. 4 types entiers, bien entendu. Bon, à partir de là, il faut noter une petite chose. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les 4 types de données qu'on vient ici de tester, les noms des types sont écrits ici en violet. Il y a une colorisation syntaxique particulière. C'est parce qu'ils ont été reconnus, ce sont des mots-clés réservés du langage. Ce que j'entends par mots-clés réservés du langage, c'est qu'il est hors de question d'appeler une variable que vous seriez en train de créer, de l'appeler int. D'accord ? Int étant un mot-clé réservé, vous ne pouvez pas vous en servir en nom de variable. Donc tout à l'heure, je disais, vous pouvez prendre quasiment n'importe quoi en nom de variable pour peu qu'il y ait des lettres, des chiffres, un underscore ou un dollar. Mais je rajoute une règle supplémentaire à condition que ce ne soit pas un mot-clé réservé du langage. Les mots-clés réservés du langage, c'est simple pour voir si c'en est un ou pas. Il est normalement en couleur. Par exemple, je ne peux pas faire un while ou un const ou int class, c'est pas possible. Ce sont des mots-clés réservés du langage. Très bien. À partir de là, maintenant, ce que j'aimerais introduire, c'est les 4 bases numériques que vous avez de disponibles en Java. Effectivement, bon, nous avons fait quelques exemples. Ici, nous avons déclaré donc une variable counter, elle vaut 10. Ici, 10 est exprimé en base décimale. En base décimale, nous avons 10 digits, de 0 à 10, fatalement. Je vais le reprendre. Voilà. Int decimal value égale 10. Très bien, donc ici nous avons 10 digits de 0 à 10. À 9 plus précisément. Très bien. Bon, j'aurais pu exprimer les choses différemment. Bon, je vous donne une indication. Mais ici, j'aurais pu commencer par 0B. B comme binaire. Dans ce cas-là, je vais exprimer ma valeur en représentation binaire. Je vous rappelle, en binaire, nous n'avons que 2 digits, 0 et 1. Bon, 0, c'est 0, 1, c'est 1, et le suivant, c'est 1, 0, qui correspond à l'état 2. Ça, techniquement, c'est la valeur 2. Regardez, je fais un affichage de ma binary value, je relance mon programme, bon, effectivement, nous avons bien sorti la valeur 2. Ça, c'est 3. Et si j'ajoute 1 à ça, du coup, il va falloir, là, on va passer à 0, on va propager la retenue ici, on va encore une nouvelle fois passer à 0, et donc le résultat final sera 1, 0, 0. Là, nous avons la valeur suivante, à savoir le 4, le 5, et ainsi de suite. Donc ici, ça c'est la valeur 5 exprimée en binaire. Et donc nous avons 2 digits, 0 et 1. Très bien. Donc parfait pour ça. Et bien nous avons encore 2 autres bases possibles. Alors celle-ci est un petit peu piège. Mais c'est la base octale. La base octale, c'est quand on commence avec un 0. Regardez, là je vais taper 0,10. Donc en octale, normalement, donc là c'est la valeur 8 que je vais exprimer. Parce qu'en octale, on a 8 digits, 8 chiffres qui vont de 0 à 7. Donc une fois que je suis arrivé à 7, le suivant, c'est 1, 0. D'accord ? Et donc ici, on passe bien à la valeur 8 parce que je suis exprimé en octale. Attention, là c'est du décimal, là c'est de l'octale. 0B, c'est du binaire. On va vérifier si on ne dit pas de bêtises. Et donc on va afficher notre valeur exprimée en octale. Et donc la valeur renseignée, c'était bien la valeur 8. Alors bien entendu, vous vous en doutez, si ici vous essayez de mettre un 7, ça marche bien.
Si vous essayez de mettre un 8, 8 n'est pas autorisé en octal. 9 non plus. J'ai droit qu'à 0, 1, 2, 3, jusqu'à 7. Parfait. C'est pareil ici. Si là, vous essayez de me mettre un 5, le compilateur Java s'en aperçoit et vous produira une erreur. Alors du coup, je fais une petite pause 3 secondes là, par rapport à ma valeur octale. Évitez de faire ce genre de choses là. Regardez, vous avez une première variable, je l'appelle first. Elle vaut 123. Vous avez une autre variable, elle s'appelle seconde. Et là, vous cherchez à faire, pourquoi pas, une mise en colonne pour que tout soit bien en colonne. Et là, nous aurions une troisième variable que nous appellerions 7, 8. Si là vous pensiez... Oh non, peut-être pas. 6, 7, voilà. Si là vous pensiez qu'on avait les valeurs 123, 54 et 67, vous commettez une erreur. Comme j'ai fait du padding ici avec du 0 pour pouvoir avoir une mise en colonne, je me suis fait piéger et j'ai exprimé des valeurs en octal. Du coup, on est bien d'accord, si j'affiche first plus un séparateur plus seconde plus un autre séparateur plus notre troisième variable, on constate bien qu'on s'est fait avoir et qu'on n'a pas les valeurs qu'on avait imaginées. Donc méfiez-vous du 0. Hein. Le 0, vous ne pouvez pas vous en servir pour faire des mises en colonne comme ça, sans quoi vous changez la base utilisée et donc vous n'avez pas la valeur que vous imaginiez stockée dans la variable. Donc faites bien attention à ce point de détail-là. Très bien. Et puis la dernière base que je voulais vous présenter, c'est la base hexadécimale. Donc une valeur exprimée en hexadécimale, ça commence par 0x. Par exemple 0xff. Dans ce cas-là, j'ai la valeur 255 exprimée en hexadécimale. Et donc en hexadécimale, j'ai 16 digits, 16 chiffres qui vont de 0 à 9, puis de A à F. Soit 16 valeurs possibles, 16 chiffres possibles. Encore une fois, si je cherche à afficher cette valeur, nous avons bien la valeur 255. Alors, à noter, vous auriez pu me mettre les lettres en minuscules ou en majuscules. C'est strictement équivalent. Java supporte les deux syntaxes. Donc nous avons toujours notre valeur 255. Parfait. Donc là, nous avons les 4 bases qu'on a droit d'utiliser en Java. Soyons clairs. La plupart du temps, vous aurez besoin de la base décimale. Pour un logiciel, par exemple, de gestion d'une agence immobilière, imaginons, c'est vraiment ça qu'il va nous falloir. Par contre, si jamais vous avez à manipuler du hardware, du matériel, je ne sais pas, vous discutez avec des drivers pour communiquer avec un équipement particulier, il se peut que vous ayez besoin soit de la base binaire pour mettre ou enlever un bit sur une table d'interruption ou ce genre de choses-là, ou d'utiliser des valeurs en hexadécimales. Maintenant, pour un programme classique, ce n'est pas forcément ce qu'on aura de plus utile. Notez aussi qu'on a donc la base octale. Par contre, la base octale, ça risque d'être vraiment beaucoup plus rare, son utilisation. Il faut savoir qu'en vérité, ces choses-là viennent de C, viennent du langage C. Et donc, la manière de gérer un entier en C, c'est quasi la même chose que ce que je suis en train de vous montrer ici, à 2-3 petits changements près. D'accord ? Donc du coup, ils ont décidé de conserver la notation octale. Bon, à savoir. Donc faites attention, ne commencez pas vos valeurs numériques par un 0 si vous ne vouliez pas être en octal, sans quoi vous vous ferez avoir. Très bien, donc là, on a fait nos tests sur nos 4 bases. À partir de là, quelle que soit la manière dont vous allez exprimer votre valeur entière, après, vous allez pouvoir la manipuler via un certain nombre d'opérateurs. Donc ici sur valeur entière, bien entendu. Et donc, nous avons déjà vu, on peut faire un incrément, le plus plus.
Nous avons le moins, très bien. Cela, nous les avons testés en début d'exemple, je ne vais pas y revenir. Après, nous avons tout ce qui est opérateur, comme on pourrait dire arithmétique, le plus, le moins, le multiplier, le diviser, et le modulo, le reste de la division entière. J'y reviens dans quelques instants. Et puis on aura toute une autre série, plus égal, le moins égal, le multiplié égal, le divisé égal, le modulo égal, qui nous permettront de faire à la fois une opération et un changement d'état de la variable. Alors, je reviens là déjà sur la série des opérateurs arithmétiques classiques. Bon, ben, si ici, je fais un int a égale 33 et un int b égale 44, si après je rajoute un int résulte égale a plus b, bon, ben, normalement on se doute à 33 plus 44, espérons que ça fasse 77, sans quoi je pourrais vous suggérer de changer de langage de programmation. Donc on vérifie. Et donc effectivement, nous avons bien la valeur 77. Très bien. Bon, ben, vous auriez pu faire une soustraction. Alors attention, ici, là, je cherche à retrancher une valeur supérieure à la première valeur. Donc du coup, je serai forcément négatif. Et donc normalement, nous avons un écart de moins 11. Parfait. On avait déjà vu qu'on pouvait exprimer des valeurs donc, négatives au niveau des différents types qu'on nous a proposés. Je rajouterai juste un petit point de détail, en tout cas pour ceux qui viennent du langage C. En C, vous avez le mot-clé unsigned qui permet d'avoir des variables qui ne pourraient pas être négatives, qui ne pourraient contenir que des données positives. Bon, bah attention, si vous venez de C, sachez que vous n'avez pas le droit d'utiliser unsigned en Java. Ce n'est pas un mot-clé réservé du langage. Les variables entières sont obligatoirement signées en Java. C'est une obligation absolue. Très bien. Bon, on pourrait faire une multiplication, pourquoi pas, et puis on pourrait faire une division. Alors pour la division, regardez, je change de valeur, je vais mettre 5 et 3. Bon, ben, nous sommes d'accord, 5 divisé par 3, ben, normalement il y va une fois, et il reste 2. Et il faut savoir que là, on cherche à faire une division entière. Comme A est de type int et comme B est de type int, bah, je calcule un résultat entier. Donc on vérifie, est-ce que là, on récupère bien la valeur 1 ? Et donc oui, nous avons bien fait une division entière. Vous auriez pu utiliser le caractère, l'opérateur %. Dans ce cas-là, ce n'est plus le reste, ce n'est plus la division entière que vous récupérez, c'est le reste de la division entière. Et donc, 5 divisé par 3, il y va une fois, reste 2. Parfait. Alors, attention à des petits pièges. Regardez, je vais faire un exemple ici où je vais utiliser des variables de type byte. Je vais appeler ça B1. Ça vaut 100. Je vais faire un autre byte B2 qui va lui aussi valoir 100. Pourquoi pas? À partir de là, un byte sum égale B1 plus B2. Et là, regardez, nous avons un petit souci. On a une erreur. Alors, on peut faire des additions entre des bytes. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous pouvez ajouter deux valeurs de type byte, de type entier sur un seul octet. C'est possible. Le problème, c'est que comme on n'a pas beaucoup de place mémoire dans un byte, on peut très rapidement dépasser des bornes autorisées. Donc là, c'est tout bête, mais 100 plus 100, ça fait 200 fatalement. Et donc du coup, je viens directement en dehors des bornes autorisées. Donc du coup, il y a tellement de cas où on peut facilement dépasser qu'ils ont décidé de faire en sorte que pour des bytes, si on utilise un opérateur, on change directement de type. Et donc byte plus byte, ça fait un int. Vous auriez pu imaginer short, pourquoi pas, mais regardez, on est bien typé int. Ici, il vous dit non. B1 plus B2, ça fait un int. Un int, c'est plus grand qu'un short, donc il refuse la compilation. Donc là, cette fois-ci, c'est correct. C'est pareil, si ici j'avais mis le type short, ils sont partis du principe que des shorts, c'est malgré tout relativement petit et qu'il y a un risque fort qu'on dépasse des bornes d'un short en faisant une multiplication
ou une addition. Donc du coup, ici, on surtype hein, au niveau du résultat. Donc faites bien attention à ces points de détail-là, hein, sans quoi vous pourriez avoir des petites surprises au niveau de la compilation de vos programmes. Donc byte plus byte ou short plus short, dans les deux cas, ça fait un int. C'est pareil pour la multiplication, c'est pareil pour le reste. Parfait. Après, nous avons vu qu'il existe d'autres opérateurs hein, qu'on peut manipuler sur des entiers, notamment cette liste d'opérateurs-là. Alors regardez, pour comprendre ça, ben, je vais faire un int current value. Alors comme on a un nouveau mot current value, je recommence par une majuscule pour respecter les conventions Java. Et donc on va partir de l'état 1. À partir de là, dans cette variable current value, je peux faire un plus égal 5. Pourquoi pas? Alors qu'est-ce que ça veut dire que de faire un plus égal 5? Ben, si vous voulez, c'est strictement équivalent à current value égale current value plus 5. C'est simplement une forme un petit peu plus compacte qui nous évite de retaper le nom de la variable deux fois. Ça veut dire que à l'état courant de current value, je lui ajoute 5 et je stocke le résultat final dans la variable d'origine. C'est pareil, si vous faites un current value, alors regardez déjà, on va essayer ça avant d'aller voir le suivant, mais regardez. System.out.println de current value. On teste, 1 plus 5, ça fait 6. Parfait. Si ici j'avais fait un fois, ça aurait été équivalent à ça. Donc 1 fois 5, 5, et donc du coup le résultat, je le réaffecte à current value. Donc là, normalement, nous devrions sortir 5. Parfait. Si on le refait une seconde fois, d'affilée, 5 fois 5, normalement, la variable doit valoir 25. Parfait. Bon, vous avez aussi des divisés égales, des moins égales et des pourcents égales. Parfait. Donc ça, ce sont les principaux opérateurs que vous pouvez utiliser sur des valeurs numériques. Il en existe quelques autres, mais que je vais voir dans les tutos suivants. Mais les principaux, en tout cas, sont ici présentés. Et puis pour clore ce tuto, je voulais aussi insister sur deux derniers points. Mais vous vous en doutez, si j'ai une value, alors je crois que j'avais déjà une variable value, mais allez, value 2, qui soit égale à 3. Et si je fais un int test, qui est égal à value 2 divisé par 0, là on va avoir un petit souci. Effectivement, mathématiquement parlant, la division par 0, on est tous d'accord, c'est non défini, ça n'existe pas. Donc du coup, la question c'est comment va se comporter Java si on envoie ça? Je vais le tester, regardez, on essaye de faire notre division par 0. Et donc là, on a une mauvaise surprise. On vient de récupérer ce qu'on appelle une exception. Une exception, c'est une erreur. D'accord? Et donc notre erreur, plus précisément, c'est une erreur de type arithmetic exception. Et en gros, il nous dit, vous avez fait une division par 0. Très bien. Où est-ce que le problème est intervenu? Vous voyez, il vous le dit ici. Le problème est intervenu dans la classe type entier, au niveau de la méthode main, et c'était plus précisément en ligne 60. Donc c'est bien ici que le problème est intervenu. Alors bien entendu, dans vos programmes, le but c'est d'être le plus tolérant à la panne possible. Donc normalement, quand il y a une erreur, vous êtes censé la capturer et la traiter. Bon, ici, n'ayant pas capturé l'erreur et ayant absolument pas essayé de faire quoi que ce soit, du coup, l'erreur est remontée en dehors du main et du coup, mon programme s'est arrêté. Nous verrons dans un prochain tuto comment gérer les exceptions, comment gérer les erreurs. Mais ça, c'est pour un petit peu plus tard. Parfait. Et puis la dernière petite chose sur laquelle je voulais insister, regardez, je reviens comme tout à l'heure sur une version précédente de Java. Regardez, je viens sur une version Java 6. Et bien notez que nous avons des petits soucis. Nous avons ici un petit souci sur les underscores. Mais regardez,
je commente ces lignes-là, et j'ai aussi un souci, alors là aussi, j'ai aussi un souci à ce niveau-là. Donc en gros, hein, le caractère underscore qui permet de faire du groupage, eh bien vous n'y avez pas le droit si vous êtes en version inférieure à la version 7, c'est ce qui vous est dit ici, et c'est pareil pour la syntaxe binaire, on n'y a accès que depuis la version 7 de Java. Si vous avez une version antérieure de Java, ces syntaxes-là ne fonctionneront pas. Et au passage, notez que le caractère de groupage que je suis en train de vous montrer ici, donc qui est arrivé à partir de Java 7, fonctionne aussi très bien sur des valeurs hexadécimales ou sur des valeurs binaires. Vous voyez ici, entre des valeurs binaires et des valeurs hexadécimales, j'ai rajouté mon séparateur de groupe. Notez, ça fonctionne parfaitement. Excusez-moi, voilà. Bon, allez, je reviens sur une version Java 8 pour supprimer ces erreurs. Bon, voilà qui close ce que je voulais déjà vous montrer au niveau de l'utilisation des types entiers. Donc pour rappel, vous avez donc 4 types entiers, byte, short, int, long. Ils ont chacun une certaine taille. Un byte, c'est 1 octet, un short, 2 octets, un int, 4 octets, un long, 8 octets. Vous pouvez exprimer les valeurs de vos variables basées sur ces types à partir de 4 bases numériques, base binaire, base octale, base décimale, base hexadécimale. À partir de là, une fois qu'on a choisi notre type, on va nommer notre variable. Pour les noms des variables, on a droit aux lettres, aux chiffres, aux caractères underscore, aux dollars. Je vous déconseille néanmoins l'utilisation des dollars et des underscores qui normalement doivent être utilisés dans des cas bien précis. Et on avait dit aussi, normalement vous avez droit à toutes les lettres, y compris les caractères accentués. Pour autant, ce n'est pas trop conseillé et vous verrez que sur Internet, si vous trouvez des exemples de code Java, vous le verrez quasiment jamais. Voilà. Et puis on a fini par voir qu'on avait tout un certain nombre d'opérateurs qui pouvaient être utilisés sur nos variables basées sur les types entiers, notamment incrément et décrément, notamment les opérateurs arithmétiques et notamment ces opérateurs qui permettent à la fois de faire une opération arithmétique et une réaffectation à la variable manipulée. Bon, et bien à partir de là, je vous donne rendez-vous sur mon prochain tuto. Nous allons revenir au niveau de ce prochain tuto sur ces deux opérateurs-là. Effectivement, nous avons déjà montré un certain nombre de choses, mais en vérité, leur syntaxe est un petit peu plus complexe à utiliser que ce que j'ai pu vous montrer ici. Et donc, nous essaierons d'étudier plus en profondeur ces opérateurs plus et moins. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.